Ma vie de MNA, fier d'être français. Bonjour, je m'appelle Timothée Waguet, mais tous mes amis m'appellent Tim. Je suis un ancien MNA, un mineur non accompagné. Aujourd'hui, je suis ce qu'ils appellent un jeune majeur isolé. J'ai 22 ans, je viens de sortir définitivement du parcours ASE. L'aide sociale à l'enfance, c'est terminé pour moi. Je suis arrivé en France à 14 ans et 8 mois. Mon physique ne laissait aucun doute sur ma minorité évidente. J'ai ainsi été hébergé dans un premier foyer d'urgence, où l'évaluation de ma minorité et de mon isolement a été faite. Puis, j'ai reçu une première OPP, qui est une ordonnance provisoire de placement. Puis, j'ai fait un deuxième foyer, où j'ai reçu une ordonnance de tutelle. Là, la clé de répartition nationale m'a envoyé en Savoie, où je suis arrivé dans un troisième foyer d'accueil. Là, le juge a prononcé une ordonnance de changement de tutelle au profit du département. L'ASE m'a alors accueilli à travers le service social du département et je suis arrivé dans mon foyer définitif. J'ai ainsi été placé à l'ASE avant l'âge de mes 15 ans. C'est pourquoi je suis devenu français à mes 18 ans. Selon la loi Taquet du 7 février 2022, il faut en effet justifier d'une protection ASE d'au moins 3 ans avant l'âge de ses 18 ans pour bénéficier de plein droit de la nationalité française par naturalisation à sa majorité. Je suis ainsi français depuis 3 ans, même si je ne suis réellement émancipé que depuis moins d'1 an, l'âge de mes 21 ans. J'ai en effet bénéficié de la protection jeune majeur dès l'âge de mes 18 ans, qui consiste en un suivi administratif et social jusqu'à mes 21 ans. Mais cette aide n'est pas automatique comme pour les mineurs. Il faut la demander et la renouveler plusieurs fois durant la période d'ouverture de ces droits. En réalité, ça fait presque 2 ans que je me débrouille tout seul. Lorsque je suis arrivé en France, il était évident que j'étais un enfant, un pré-ado à peine pubère, bien loin des 18 ans qui faisaient tant barrage à tous les autres. Je fus donc recueilli très vite, et au bout de quelques jours de répit, l'évaluation de ma minorité et de mon isolement a débuté. Cette évaluation est établie sur le principe du faisceau d'indices et de l'intime conviction. Pour moi, dont le physique encore poupin était une preuve évidente de ma minorité, cette recherche de conviction ne fut qu'une formalité. Le référent MNA qui m'auditionna voulut néanmoins connaître les péripéties de mon histoire. Je lui racontai donc toute mon histoire. Je suis né dans un bidonville des faubourgs d'Abidjan en Côte d'Ivoire. Mais mon père est malien. Il a émigré en Côte d'Ivoire bien avant ma naissance et a fait plusieurs enfants avec des Ivoiriennes. C'est pourquoi j'ignore en fait à quoi il ressemble, sauf que j'ai un peu sa tête, paraît-il. C'est pourquoi tout le monde m'appelait le Malien. Moi, j'ai grandi à côté de la décharge la plus grande d'Abidjan, et peut-être même d'Afrique. Je sais donc à quoi ressemble une montagne.
même si je n'en avais jamais vu avant d'arriver en Italie. Parce que je suis malien, j'ai toujours été un peu stigmatisé et ostracisé. J'étais déjà un immigré en Côte d'Ivoire pour beaucoup de gens. La France ne m'a pas trop dépaysé de ce point de vue. Mamae, ma maman, je ne la voyais pas très souvent. Elle trimait du soir au matin et du matin au soir, ne s'accordant que de rares moments de répit où elle dormait, épuisée de fatigue. Je grandissais ainsi sans la voir, entouré finalement de peu d'amis. Je traînais le plus souvent sous les fenêtres de la salle de classe, du dispensaire, qui m'était interdite. Déjà trop de monde, pas assez de place. J'écoutais donc, je me contentais d'écouter de loin. J'appris à lire ainsi, tout seul, en traçant sur le sol, dans la poussière, les lettres qui faisaient des mots. Un jour, je devais avoir 5 ou 6 ans, je tombais par hasard dans la décharge sur un petit bouquin d'écolier cartonné et brillant qui racontait l'histoire de Oui Oui. Je lus ce livre tout seul. Je le connais encore par cœur. Les aventures de Oui Oui. Je me mis ainsi à imaginer un pays imaginaire, un autre pays, un pays où moi aussi je serais un petit Oui Oui. Et je vis des images de la France dans un vieux magazine. Cette tour Eiffel, avec ces dames riantes, si belles, dansant devant elle. En Côte d'Ivoire, on parle français. C'est le langage officiel. Moi, dans mon bidonville, je parlais plutôt un mélange de malien et de baoulé. Il y avait déjà, heureusement, beaucoup de mots français que l'on utilisait sans même le savoir, même si l'accent n'y était pas apparemment, vu de la France. J'appris donc le langage de mon pays imaginaire, la France, en continuant à écouter, mais non plus derrière les murs de la classe et sous ses fenêtres, mais ces émissions de Radio Afrique, en français, sur la radio. J'écoutais leurs paroles et leur manière de dire, et je les imitais, assis alors sur mon tas d'ordures de la décharge. À 10 ans, je voulais déjà partir pour la France. Sans argent, j'avais tenté de resquiller en montant clandestinement dans une voiture en partance pour la route du Nord. Mais le chauffeur m'avait surpris et m'avait presque laissé pour mort après m'avoir battu. Je fis donc comme il le disait à la radio. Je me mis à épargner tout ce que je gagnais, et je le cachais bien. Un jour, j'eus enfin les 3 millions de francs CFA que j'attendais. J'avais alors 13 ans. Je payai alors la première course de ma vie, celle qui devait m'amener sur la route du Nord. Sur la route, je pris de nombreux véhicules. J'arrivais heureusement le plus souvent à négocier le prix en raison de ma petite taille et de mon seul bagage. C'était un sac que je tenais constamment sur moi, mon bien le plus précieux. On tenta plusieurs fois de me le voler. Je le découvris, ouvert à plusieurs reprises et à plusieurs endroits. Mais j'avais compris que ce qu'il recherchait, c'était l'argent. Et mon argent était constamment au chaud sur moi, dans un endroit que je vous laisse imaginer.
Arrivé en Tunisie, j'ai pris moi aussi la mer. Mais le moteur du bateau n'eut bientôt plus d'essence. Nous nous mîmes à dériver sans plus d'espoir. Heureusement, au bout d'un moment, un bateau se vit soudain au loin. Nous faillîmes tous en chavirer de joie. Je me souviens avec bonheur du gilet de sauvetage que je mis à ce moment-là. Puis je me suis jeté à l'eau et j'ai été recueilli sur le bateau. Ah, ce gilet de sauvetage, c'est une des meilleures choses que l'homme ait pu créer. Nous avons bientôt vu la côte italienne et l'île de Lampedusa, le centre de rétention administrative, les premières auditions rapides. L'Italie refusa néanmoins de m'enregistrer, car je ne parle pas l'italien, mais le français. Un agent me mit dans le train pour Menton, avec un billet deuxième classe. C'est par le train que j'arrivais en France. Mon voyage avait pratiquement pris 18 mois. Aujourd'hui, je vis en France et j'y suis bien. Et même si je ne suis encore qu'un Français de papier pour certains, moi j'aime la France et mon cœur est français. Alors merci à tous et vive la France.